Tout débute avec l'écrasement de Pompée. Jules César, face aux dépouilles carbonisées de ses anciens adversaires, ne trouve aucun réconfort. Ces hommes, après tout, étaient des Romains comme lui. Touché par cette tragédie collective, il s'approche des soldats ennemis encore en vie. Avec une voix assurée, il leur fait comprendre qu'ils n'ont pas à chercher à l'éblouir, leur défense de Pompée ayant été bien peu glorieuse. Toutefois, il leur tend une main généreuse, ils peuvent intégrer ses légions. Il leur garantit les mêmes droits qu'à tout citoyen romain, avec un retour à Rome en tant que tel, mais il les avertit sans détour, toute félonie se paiera de leur sang. Bientôt, des alliés de César lui apportent des nouvelles troublantes. Pompée, ancien maître des territoires conquis, s'est enfui, déguisé en marchand, vers l'Égypte. Pour parachever sa campagne, César décide de s'y rendre, déterminé à rencontrer Cléopâtre et son frère Ptolémée. À son arrivée à Alexandrie, il découvre une ville prospère, carrefour de commerce et de savoir. Ptolémée y est respecté de tous. César, après quelques emplettes, sollicite une entrevue avec le jeune pharaon. Lors de cet échange, César s'enquiert de Cléopâtre. Ptolémée prétend qu'elle a cherché à l'éliminer, justifiant son bannissement. Mais ses propres conseillers contredisent ce récit, affirmant que c'est Cléopâtre qui a dû fuir après une tentative de meurtre contre elle. Représentant de Rome, César est là pour honorer le vœu du roi défunt, père des deux jeunes gens, qui souhaitaient les voir régner ensemble, une mission confiée à Rome. Pourtant, aucun des deux ne semble prêt à partager le pouvoir. Avant de partir, Ptolémée offre à César un présent sinistre, l'anneau de Pompée et sa tête, signe de l'anéantissement de son rival. César choisit de s'attarder à Alexandrie pour apaiser les tensions entre le frère et la sœur et localiser Cléopâtre. Ce soir-là, il débat avec ses proches de politique et de ressources, quand on lui annonce une visite singulière. Cléopâtre lui a fait parvenir un présent, à recevoir seul. Une fois ses compagnons éloignés, un tapis grandiose est déroulé, révélant Cléopâtre en personne. Leur discussion, d'abord tactique, explore cartes, stratégie militaire et ambition. Cléopâtre, avec une finesse remarquable, va à l'essentiel, elle connaît les attentes de Rome: grains, richesses, ressources et propose de tout offrir en échange de sa restauration comme reine légitime. César, prudent, demande un délai de réflexion. Elle l'avertit que l'attente pourrait lui être fatale, à elle comme à lui. Avec un sourire énigmatique, il rétorque qu'il sait se préserver. Plus tard, Cléopâtre surprend discrètement les échanges de César avec ses conmoyens. Certains saluent son érudition, malgré son audace. Mais ce qui la marque, c'est de voir César, seul, terrassé par une crise psychique, apaisé par un fidèle qui semble rôder à ses moments. Plus tard, alors que César se baigne, entouré des servantes de Cléopâtre, ils évoquent les tensions à Alexandrie. César dévoile un plan de secours, protéger la ville si possible, ou s'éclipser par la mer si tout s'effondre. Cléopâtre redoute une catastrophe, mais César, sûr de lui, affirme que cela n'arrivera pas. Puis, il embrasse une servante et se retire. Des rapports signalent des activités suspectes au port, des armes et provisions y sont cachées. César ordonne leur destruction discrète. Un allié lui remet ensuite une missive stratégique. Pendant ce temps, Cléopâtre confie à un médecin fidèle avoir assisté à la crise de César. Celui-ci révèle qu'il souffre d'épilepsie, une affliction qu'aurait connue Alexandre le Grand, parfois vue comme un signe divin. Soudain, un désastre éclate, la bibliothèque d'Alexandrie est en feu, incendiée par les Romains. Outré, Cléopâtre accuse César de détruire la connaissance. Il explique que le feu, destiné à des navires douteux, s'est propagé par erreur. Peu troublé, il s'excuse vaguement, provoquant une vive dispute. Mais la tension se mue en désir, et César s'abandonne à Cléopâtre. Une attaque ennemie interrompt cet instant. César prend les rênes, repousse l'assaut et savoure une victoire éphémère, renforcée par des renforts secrets. Cléopâtre, dans son quotidien, échappe à un empoisonnement par une servante. Elle lui pardonne mais lui ordonne de boire le vin toxique, causant sa mort. César, informé, condamne le coupable et envoie Ptolémée et son conseiller au front. Cléopâtre, irritée, lui reproche de ne pas l'avoir consultée, elle, désormais reine. César avoue sa méfiance, disant avoir agi pour Rome et l'Égypte. Malgré ce conflit,
elle reste à ses côtés lors d'une nouvelle crise, lui offrant un soutien sincère. Le lendemain, Cléopâtre est couronnée reine. En privé, elle parle de sa destinée à enfanter des fils, se comparant à l'épouse stérile de César. Il esquive, mais elle l'embrasse, rêvant d'une lignée commune. À la tombe d'Alexandre, elle apprend que César y a pleuré, regrettant de ne pas égaler ses conquêtes à 52 ans. Cléopâtre le réconforte, l'exhortant à bâtir une nation pacifique avec Rome et l'Égypte comme fondation. Il acquiesce, scellant leur vision d'un baiser. Bientôt, l'épouse de César découvre sa liaison et sa grossesse. Résignée, elle l'accepte. Cléopâtre donne naissance à Césarion. César, malgré les avertissements, le prend dans ses bras, le reconnaissant comme son héritier. À Rome, se fait alimentent les débats, Marc-Antoine, rival, et Octave, héritier adoptif, attisent les spéculations. Certains craignent la chute de la République. Des années plus tard, César, nommé dictateur à vie, invite Cléopâtre à Rome. Son arrivée, spectaculaire, émerveille la foule. César, radieux, initie Césarion à son rôle. Mais la nuit, il s'agace contre le Sénat, qui redoute son pouvoir absolu. Il proclame vouloir devenir empereur. Cléopâtre, confiante, l'appuie. Cependant, Brutus, son fidèle, conspire avec des sénateurs pour l'éliminer, tiraillé entre loyauté et devoir. Le jour de la proclamation, César sera nommé roi partout sauf à Rome et en Italie. Cléopâtre l'encourage à accepter, certaine que le reste viendra. Un cri déchire la nuit. Un allié l'avertit d'un péril. Il reste impassible. Le complot, mené par Brutus, est prêt. En route vers le Sénat, César évoque Pompée, un sombre présage pour Cléopâtre. Elle le conjure de se méfier, mais il répond, sans crainte, qu'il est prêt. Elle l'embrasse ardemment, le regardant s'éloigner, rongé d'inquiétude. Sa prêtresse, lisant les flammes, révèle une vision tragique, César, poignardé par les sénateurs, dont Brutus, puis consumé sur un bûcher. Le peuple, furieux, attise le feu. Cléopâtre fuit Rome avec l'aide des fidèles de César. Marc-Antoine tente de la retenir, expliquant que le testament de César, désignant Octave, protégeait Césarion. Mais Cléopâtre, convaincue que seul César pouvait défendre son fils, part, espérant que Césarion revendiquera son trône. Marc-Antoine traque les assassins, éliminant Brutus. Avec Octave et Lépide, ils forment le triumvirat, partageant l'empire. Octave obtient Rome, l'Hispanie et la Gaule. 3 ans plus tard, Octave écarte Lépide et vise l'Égypte. Marc-Antoine, à court de fonds, se tourne vers Cléopâtre. Malgré son orgueil, il l'invite à négocier en Égypte. Elle organise une réception fastueuse, mais porte un collier orné du visage de César, blessant Marc-Antoine. Il confesse vivre dans son ombre. Cléopâtre rétorque qu'il cherche à surpasser César, par elle aimée. Leur passion éclate, et ils s'unissent. À Rome, Octave apprend leur mariage et leurs revendications pour Césarion. Furieux, il manipule le peuple pour déclarer la guerre. Cléopâtre prépare sa flotte. Elle envoie un émissaire à Octave, qui livre le testament de Marc-Antoine, demandant à être enterré à Alexandrie. Cette trahison attise la colère, et la guerre éclate. Octave exécute l'émissaire. Dans une bataille navale, Marc-Antoine tombe dans un piège. Croyant Octave vaincu, il découvre une ruse. Sa flotte est écrasée, et Cléopâtre, le croyant mort, fuit. Il la suit, abandonnant le combat. Octave triomphe. En Égypte, Marc-Antoine, brisé, ignore Cléopâtre. Elle le supplie de reprendre les armes, mais il se dit mort, rongé par sa trahison à Rome pour l'amour. Octave propose la paix contre la tête de Marc-Antoine. Cléopâtre refuse, prête à se battre. Elle le conjure de retrouver sa force. Touché, il se ressaisit. Cléopâtre ordonne à son conseiller de feindre sa mort si Marc-Antoine ne revient pas, se cachant dans sa tombe. Elle fait ses adieux à Césarion, assurant sa sécurité. Octave, impatient, rêve de capturer Cléopâtre. Marc-Antoine prépare la bataille finale, mais trouve un camp désert, ses fidèles massacrés.
Les troupes d'Octave l'épargnent, suivant un plan. Césarion est capturé et exécuté. Marc-Antoine, désespéré, apprend que Cléopâtre s'est suicidée. Croyant tout perdu, il se donne la mort, mais découvre qu'elle vit. Mourant, il est conduit à sa tombe, où il s'enlace une dernière fois. Octave trouve le palais vide, un serviteur empoisonné, et apprend la mort de Marc-Antoine. Il se proclame empereur. Face à Cléopâtre, il lui offre l'Égypte sous domination romaine, à condition qu'elle renonce à Césarion. Elle accepte, demandant que son fils puisse un jour régner. Mais son destin, comme celui de Marc-Antoine, est scellé dans l'amour et la tragédie.